pour certains et appétissant pour d'autres. Mais ça, c'était avant. Les escargots et les hannetons sont devenus une source de richesse, que ce soit dans le domaine médical, cosmétique ou alors la gastronomie. Vous l'avez certainement deviné, chers téléspectateurs, dans ce numéro spécial de votre émission Agrimag, nous allons parler de l'élevage des escargots et des hannetons. Nous parlerons également de leur habitat, le processus de production, la transformation, en tout cas, tout y passera. Et pour répondre à ces questions, nous allons sortir d'ici et aller à la rencontre de notre invité. On se retrouve tout à l'heure. L'élevage d'escargots, encore appelé héliciculture, est une activité en plein essor, attirant ainsi plusieurs adeptes. Cette pratique agricole consiste à élever les escargots terrestres comestibles pour leur chair, leurs coquilles ou pour d'autres produits dérivés. Tout commence par le choix d'espèces, qui est un élément crucial pour la réussite de sa ferme. Mais comment s'y prendre? Je suis ici en train de travailler avec quelqu'un chez qui je suis venu apprendre à élever les escargots. Ça fait 3 mois que je suis ici et je suis déjà très compétent. Parce que depuis le temps que j'ai passé ici, j'ai compris que les escargots nourrissent son homme. À partir de ce qu'on fait ici, on peut satisfaire ses besoins. Si on est ordonné. Maintenant, quand on rentre dans le métier, vous avez ici où on garde les œufs des escargots. Après, on les recueille de l'escargotière là-bas et on les garde ici pour l'incubation. Et après 28 jours, on les met dans la grande chambre où on nourrit les petits escargots, les naissins, ici. Et on utilise la poudre d'escargot sur la mousse pour donner la force à la mousse parce qu'ils ont besoin de calcium pour avoir une bonne coquille solide. Donc, ça c'est un laboratoire tout fait dans un espace d'élevage d'escargots. Celui qui ne sait pas faire ça n'aura jamais suffisamment de quantité pour pouvoir élever. C'est ici le début de l'élevage des escargots. Ici, vous avez la couveuse. Et là, vous avez dedans pour 28-29 jours on les fermente pendant 28-29 jours de chauffage. Après, ils s'éclorent. Donc la couveuse, c'est uniquement pour garder les œufs des escargots pendant 28-29 jours. Elles vont s'éclore. Chaque semaine, on a un suivi sérieux. Un suivi sérieux chaque semaine. Vérifier les œufs, vérifier s'ils sont matures pour qu'on puisse les mettre dans des escargotières, les nourrir tous les jours, les arroser. C'est comme ça le suivi de tous les jours. L'escargot est à la fois mâle et femelle. Il est hermaphrodite. Donc, il peut produire les œufs sans accouplement et ces œufs ne sont pas fécondés. Pour les connaître que ces œufs ne sont pas fécondés, on les met dans un bol d'eau. Et quand on les met dans un bol d'eau, ces œufs vont flotter. Et quand ces œufs flottent, c'est des œufs à jeter. Parce qu'il n'y a pas de germes dedans. Ça ne produira rien. Tout ce que nous avons pu prendre dans le bon côté, on les met là dans le bac. On les met à 5 cm sous la sciure, dans une température appropriée pour qu'elle produise une certaine chaleur pour sa fécondation, pour son développement plutôt. Maintenant, il va se développer après un temps et on revient dessus après 29 jours. On sort les petits, on les met dans une autre chambre où on va les nourrir. On fait un suivi comme des bébés, comme une couveuse à l'hôpital. Bonjour Arthur. Bonjour Claude. C'est un plaisir de vous retrouver ici. Merci. On rappelle aux téléspectateurs qu'il y a 5 ans, on a fait une émission sur la culture des champignons et à l'époque, Arthur était étudiant.
à l'université de Thion. Il était dans l'équipe des étudiants qui travaillaient avec nous. Et aujourd'hui, ça fait très plaisir de vous retrouver si jeune et déjà entrepreneur sur le terrain. Comment ça va, Arthur? Très bien, très bien. Que vous? Je vais bien. On continue la balade dans les fermes et dans les plantations pour édifier nos chers téléspectateurs. Alors, Arthur est devenu entrepreneur. Effectivement. Comment on se sent dans la peau de l'entrepreneur? Ok, en tant qu'entrepreneur, il faut savoir que c'est très difficile, ça demande du courage et beaucoup de résilience. Oui, mais le plus important, c'est d'oser. Dès qu'on ose, il y a cette magie-là qui nous pousse, n'est-ce pas, à croire à nos rêves et du coup à créer davantage de choses pour, n'est-ce pas, accomplir nos besoins, que ce soit l'accomplissement ou bien les besoins physiologiques, ou pouvoir, n'est-ce pas, subvenir à nos besoins et, n'est-ce pas, grandir, effectivement. Donc déjà, il y a de cela 5 ans, j'étais très passionné également par la culture du champignon. Et avec des aînés, je vais faire un coucou à André Moukam, avec qui on a commencé la culture des champignons en 2017-2018. Principalement, c'est en 2019 qu'on a commencé à faire on a eu à vous rencontrer à 2018-2019 à Thion, oui. Et j'ai commencé avec les champignons, mais moi je me suis spécialisé dans la culture des escargots, culture que je faisais déjà depuis 2018. D'accord. Oui. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui a suscité ce déclic? Pourquoi avoir fait le choix des escargots que des champignons? Donc, moi, je vous ai connu. Ok. Déjà, je suis né d'une famille déjà agricole. Mon papa fait dans la pisciculture à très grande échelle. D'accord. Oui. Et c'est la raison pour laquelle je me suis là orienté vers une étude agronomique, en fait des études en agronomie. Donc j'ai fait mes études à la FASA de Thion. Puis avec des aînés, des camarades, on a eu, n'est-ce pas, l'ambition de faire des choses un peu nouvelles, des choses novatrices. C'est par là qu'on a commencé avec les champignons. Et les escargots particulièrement, ça m'est venu juste comme d'un déclic comme ça là, d'un rêve. Comme un rêve. Et quand j'étais au niveau 4, j'ai travaillé pendant 1 an au centre de formation ABC à Thion, toujours à Tingbing. C'est là que j'ai maturé ma technique en ce qui concerne l'élevage des escargots. Puis j'ai aussi fait plus tard un petit séjour à l'étranger pour mieux performer en élevage d'escargots. J'ai commencé avec les escargots à partir de rien du tout, à partir de 0 francs. Donc j'ai récupéré les escargots dans mon environnement, derrière la maison. Je les ai mis dans des roues, dans des pneus. J'ai commencé à les suivre là pendant 2 mois. Et ça a évolué, j'ai vu quelques difficultés. Et c'est après ça que je suis allé mieux me former à Tingbing d'abord, puis à l'étranger ensuite. D'accord. Vous comprenez qu'il faut beaucoup de passion, pas forcément autant de moyens, mais beaucoup plus de passion pour se lancer dans ces activités. Arthur, quelles sont les variétés d'escargots qu'on peut domestifier? Ok. Déjà, il y a 2 grandes espèces que nous avons dans cette ferme, 2 grandes espèces. Bien sûr qu'il y en a plusieurs autres variétés. Il y a des écotypes parmi, mais il y a 2 grands genres que nous élevons. Nous avons des achatines et des archachatines. D'accord. Parmi les archachatines, les spécificités, on a d'abord la première espèce ici. Comme j'ai parlé des archachatines, on a Archachatina marginata. Ensuite, c'est compliqué. Oui, ça c'est une espèce à chair, c'est sa particularité. Et elle grossit énormément. Généralement, lorsqu'elle atteint son poids final, c'est à peu près à cette taille-ci. Vous allez voir, l'escargot, il est très gros. Ça, c'est un escargot qui a presque 450 grammes. Oui, il est très lourd. Voilà, mais sauf que lui, il est très vieux. Donc là, je vous ai gardé pour que vous voyez un peu ceci. Si vous regardez les 2 espèces, c'est la même. Oui, c'est la même espèce. Là, c'est rose et là, c'est jaunâtre. C'est un peu plus blanc. Ouais. Ça veut dire que celui-ci est beaucoup plus vieux. Voilà. Pourtant, c'est la même espèce. Donc, celui-ci, c'est un grand-père. Donc, lui, il va être dans mon élevage. Il ne va plus pondre, il ne pond plus vraiment. Mais je l'ai gardé juste pour le plaisir de le voir très gros. Mais il mange pour rien. Il ne pond plus assez de. Pourtant, celui-ci pond. On a besoin de ses ancêtres pour évoluer. Effectivement. D'accord. Maintenant, je reviens maintenant à la 2e espèce, donc si on parle des achatines. Ensuite, nous avons la 2e espèce que nous avons ici dans notre ferme qui est Achatina fulica. C'est une foulque. Ça, c'est plus pointu. Exactement. Exactement.
Donc cette espèce-ci a une coquille un peu plus allongée et l'apex, le bout de la coquille, cette partie-ci, elle est pointue et blanchâtre. Pourtant celle-ci c'est un peu plus arrondi et rougeâtre, voire rosâtre. Voilà deux grandes espèces. Si on regarde au niveau de la chair, sa chair est brune et plus tendre. Vous voyez, donc c'est plus dur. Or celle-ci, c'est plus molle et c'est très sombre. Donc voilà la différence au niveau que ce soit de la chair et au niveau de la coquille. D'accord. Oui, si on parle de la forme de la coquille, celle-ci est un peu plus arrondie, l'apex rosâtre. Or celui-ci c'est plus allongé, l'apex pointu et blanchâtre. Maintenant au niveau des pontes, voici une espèce elle pond de très gros œufs. Des œufs dans moyenne 1 g à 1,5 g, du fois même 2 g pour les plus gros. Et celle-ci, ça pond de très petits œufs, de moins de 0,3 g. Donc ça pèse extrêmement peu. C'est comme des grains de papaye. Mais quand celui-ci pond, ça pond en moyenne de 200 à 400 œufs en une seule ponte. Donc quand ça se met à pondre, là, chaque 30 secondes, ça verse un œuf. Chaque 30 secondes, un œuf. Vous imaginez, dans 1 heure, ça a versé des centaines d'œufs. Or celui-ci, toujours pendant ce même laps de temps, ça va juste mettre 6 à 8 œufs. Oui, mais ça peut aller jusqu'à 15. Généralement, après incubation, on a des sujets qui viennent de naître, qu'on les met dans des vivariums. Ils font généralement dans nos bacs là 1 mois. De fois, on se limite à 1 semaine. Lorsqu'on a trop d'œufs, on a trop de bébés, on les libère après 1 semaine à 2 semaines. Mais généralement, l'idéal, c'est qu'ils fassent 1 mois là-bas. Donc après 1 mois, généralement, on a encore juste 3 mois pour avoir des escargots prêts à la consommation. Juste 3 mois. Donc, si on se rend compte dans un cycle de 4-6 mois maximum, on a des sujets qu'on tue déjà ici pour la consommation humaine. Si on veut maintenant qu'elles deviennent des escargots peut-être de ce gabarit, il faut patienter un peu plus. Et c'est avec cette espèce-ci qui va donner encore de nouveaux œufs, qui va faire en sorte qu'on a encore autant de sujets dans cette ferme. Et là, on voit le circuit de l'eau. Oui. Et quelle est son importance? Quelle est l'importance de l'eau dans cette production? L'élevage d'escargots, c'est un élevage où on doit le faire dans un milieu humide parce que l'escargot, naturellement, il vit dans des forêts, dans des champs qui sont couvertes, bien sûr, par la canopée des végétaux et qui a besoin d'une humidité relative assez importante. Une humidité qui varie entre 80 à 95%, l'humidité de l'air. Et c'est un climat légèrement chaud. Donc du coup, on se rend compte que l'humidité est très importante. Et nous sommes déjà dans un endroit où il fait assez chaud, donc nous sommes à Douala, donc la température n'a pas besoin d'augmenter, mais plutôt de la baisser légèrement. Donc on a fabriqué nous-mêmes notre petit système d'humidification et on l'actionne en moyenne 2 fois par jour. Et ça fait en sorte qu'on a un très bon climat ici, une bonne humidité, une bonne température, idéale pour que nos sujets, n'est-ce pas, se meuvent convenablement. Alors, que consomment nos chers escargots? Nos escargots, ils sont d'abord essentiellement végétariens, mais nous sommes dans une unité, nous sommes en pleine ville et on a un système un peu intensif ici. Donc du coup, on a aussi amélioré leurs aliments. Donc ici, chez nous, nos escargots consomment essentiellement de la provente. Oui, rarement, ils ont aussi droit à une ration de base qui est à base de déchets de pastèques. Oui, j'en ai vu là. Oui, ils ont tout terminé cela. Oui, on dirait qu'ils aiment bien ça parce que c'est totalement, on dirait, du papier. Exactement, ils ont tout rongé cela. Oui. La provende, c'est à base de maïs. Il y a du maïs, il y a du son de blé, il y a du soja et de l'arachide dessus. Et enfin, une très grande quantité de coquillages, d'huîtres et de coquilles d'escargot en même temps aussi dedans. Donc, avec des concentrés. Donc, cette provende se trouve sous cette forme-ci, c'est un meilleur moyen de conservation que les fruits. Parce que les fruits, lorsqu'on a mis là, ça a maximum 2 jours avant de pourrir. Et quand ça pourrit, ça peut nuire les animaux. Donc, ça qu'on a opté pour quelque chose qui est accessible à tout moment et qui ne se gâte pas facilement, qui est très peu périssable en fait. Et pour quelqu'un qui veut mettre en place, bon, déjà on parle des difficultés liées à cette exploitation. Quelles sont les difficultés? Les contraintes que nous avons ici, c'est surtout lié aux souris. Oui, on a des souris ici qui nous gênent un peu de temps en temps et on met tout le temps des moyens pour lutter contre elles. Donc, ce sont des souris qui nous gênent un peu ici.
Mais naturellement, on a très peu de soucis ici. Notre élevage fonctionne assez bien. Mais pour quelqu'un qui vient de débuter et qui n'a pas bien protégé son élevage, il y a plusieurs autres prédateurs, hein, comme peut-être des fourmis, des varans quand on est dans un milieu un peu plus reculé. Oui. On a aussi des problèmes avec des mouches et même des crapauds et des oiseaux même, notamment les corvidés comme les gros corbeaux. Oui, ça consomme les bébés escargots. D'accord. Et leur habitat, est-ce qu'il faut des dimensions spécifiques pour avoir... comment ça s'appelle déjà? Là, nous avons affaire à une fosse surélevée. Oui, nous avons une fosse surélevée, le tout dans un grand enclos. Ce sont les dimensions généralement de 1,5 x 90 cm de largeur, 1,5 m de long et 90 cm de large. Oui, nous avons ici 10 fosses surélevées. D'accord. Et dans chaque fosse, on a à peu près combien d'escargots? Ou encore, je peux prendre tous les escargots de mon village et les mettre Non, du tout. Donc, il y a des densités très spécifiques, en fonction aussi du gabarit de nos sujets. Généralement, pour nos sujets ici, on met en moyenne de 200 par bac. Et pour des loges de pratiquement 1,5 m², on met 200. D'accord. Pour le jeune Camerounais qui vous regarde en ce moment, parce que vous-même vous êtes encore très jeune, pour le jeune Camerounais qui vous regarde et qui admire ce que vous faites, qu'est-ce qu'il doit faire lui pour s'engager dans ce secteur? Ok, l'élevage d'escargots, c'est quelque chose qui est assez facile déjà, je tiens à rappeler, dans mes frères, mes petits frères. Pour moi, tout simplement, c'est de prendre du courage et d'essayer quelque chose, de vous rapprocher, n'est-ce pas, des personnes qui ont de l'expérience, c'est-à-dire vous pouvez vous rapprocher de moi. Parce que lorsqu'on se lance dans une activité, il est très important de faire une sorte d'expertise du secteur d'activité. Donc, voir des personnes qui ont fait déjà des choses, qui ont déjà une expérience, afin, n'est-ce pas, de profiter de cette expérience et de vous lancer, commettre le moins d'erreurs possible. Oui. Déjà, c'est ça. Et enfin, de commencer. Donc, après avoir pris, n'est-ce pas, l'information, de se rapprocher des personnes qui ont déjà une expérience, c'est de se lancer directement. Parce que plus on tarde, plus on va oublier le projet. Donc, du coup, lancez-vous. En vous lançant, vous allez peut-être commettre quelques petites erreurs, mais avec le temps, c'est clair que vous allez vous en sortir. On apprend de ses erreurs, effectivement. on a l'habitude de le dire. D'accord, ça c'est la question qui intéresse nos chers téléspectateurs. Est-ce que l'élevage d'escargots nourrit son homme? Effectivement. Faut dire ça haute voix. Effectivement. Effectivement, l'élevage d'escargots nourrit son homme. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est l'un des rares élevages qui a plusieurs coproduits à valoriser directement. Ici, on valorise directement 3 coproduits, à savoir la chair d'abord, ensuite la bave et enfin la coquille. Et tous ces 3 coproduits ont une forte valeur ajoutée, que ce soit au niveau nutritionnel, thérapeutique et surtout économique. C'est le mot qu'il faut. Surtout économique. Parce qu'il faut savoir que si je prends un exemple, juste ce bac comme ceci. Oui. Juste ce bac comme ceci, rempli à ras-bord d'escargots, je peux capitaliser au moins 100 000 francs dessus. Juste avec, donc je prends ce bac, je remplis les escargots, ça déborde, ça fait la coupe. Je peux pas capitaliser 100 000 francs dessus. Je vous explique comment ça fonctionne. Ça c'est important, parce que moi je vois juste 100 000. Hein. Ouais. Comment ça fonctionne donc? Je sais pas comment je vais Comment ça fonctionne donc? Voilà. Donc allez-y Arthur. Donc, disons que là je suppose que je vais juste exploiter les 3 coproduits que je vous ai dit tantôt. Oui. Donc j'ai cette bassine-ci remplie d'escargots. Cette bassine-ci remplie peut me donner en moyenne 7 kg de chair. Oui. Oui. Avec 7 kg de chair, il faut savoir que le kilo varie entre 5 000 à 7 000 francs. Oui. Oui. Des fois même ça va un peu plus, ça coûte un peu plus cher même. Généralement en saison sèche, le kilo monte même à 10 000 francs. Le kilo d'escargot. Donc imaginez-vous que je vends ça même à 7 000 francs simplement. Oui. Dans la moyenne entre 5 et 10 000. Oui. Je vends à 7 000 francs, 7 kilos, ça fait déjà 49 000. Exact. D'accord. Maintenant, si je prends la bave sur ces sujets-ci, je peux avoir au moins 2,5 litres. Mais j'ai besoin que j'ai juste 2 litres. 2 litres, je vends également 25 000. Il faut toujours être modeste. Oui. Moi, je vois. Je vends également, tu as 25 000 de litres, ça fait 50 000 de plus. Oui. Tu dis à combien? 99 000. Et là, je n'ai pas encore parlé de la coquille que je vais valoriser sur ces escargots-ci, qui va me donner en moyenne 2 kg de poudre de coquille. Que si je vends à 5 000 francs simplement,
ça fait en sorte que j'ai 10 000 francs de plus. Ça fait au total 105 000. 109 000. 109 000. Voilà. Donc, juste avec cette bassine, si je peux capitaliser 109 000. Et dans cette ferme ici, généralement, on a un chiffre d'affaires environ entre 500 et 600 000 chaque mois. Oui. Donc, c'est une activité qui nourrit son homme. Après la production, on sait qu'il y a 109 000 qui nous attendent quelque part. Voilà. Où vendre les escargots? Parce que ça, il faut nous dire. D'accord. Où est-ce qu'on peut vendre les escargots? Déjà, lorsqu'on voit l'escargot, on voit d'abord la chair d'escargot, on voit le rôti d'escargot, on voit les brochettes d'escargot. Le héros. On voit le héros. Donc, oui. On se rend compte que de plus en plus, les gens connaissent cet animal, connaissent cette viande. Oui. Oui, c'est de plus en plus consommé. Et je dois vous dire que la demande est largement, mais vraiment largement supérieure à l'offre. Oui. Mais vraiment largement. Donc, c'est une viande qui se vend très facilement au niveau de la chair. Déjà très facilement. Oui. La bave, ça se vend aussi très bien. Déjà, aujourd'hui même, on va livrer 2 litres de bave directement à nos collaborateurs qui est à l'Est. Donc, même la bave, ça se vend facilement. Il faut juste aller à la rencontre des personnes qui sont dans le besoin, donc, notamment ceux qui font de la cosmétique. Oui, pour la bave, ça se vend très facilement aussi. Et la poudre de coquille, nous, pour notre cas, c'est qu'on prospecte généralement, que ce soit dans les hôpitaux, et on met également nos produits dans les points de vente Made in Cameroun. Donc, nos clients, véritablement, ce sont des pour la coquille, ce sont des particuliers qui achètent cela et aussi même des cosmétiques parce qu'on fait des savons gommants avec la poudre de coquille. Quel est le message que vous pouvez adresser au ministre de l'Élevage qui est très fan de l'émission Agrimag et il regarde régulièrement? Quel est le message que vous pouvez lui passer en tant que jeune entrepreneur dans ce secteur? Le message que je peux passer au ministre, c'est d'encourager les jeunes, n'est-ce pas, à se lancer aussi dans ce genre de filière. Parce que ce sont des filières qui demandent très peu de capitaux pour se lancer et qui ont une forte valeur ajoutée économique. Donc ça va permettre d'autonomiser les jeunes, ça va permettre de lutter contre la pauvreté et lutter contre le chômage. Donc si on organise, n'est-ce pas, des campagnes de vulgarisation de cette filière, ce serait une bonne idée déjà pour aider mes cadets, ou bien les jeunes de mon âge qui ne font rien à la maison. Donc sachez, vous jeunes, avec l'escargot, on gagne de l'argent. Ok Arsus, ça a été un plaisir, on va se séparer, ça a été un plaisir de te retrouver et voir à quel point l'étudiant d'hier est devenu grand entrepreneur aujourd'hui. Ça a été un plaisir. Plaisir partagé. Moi c'est Patrick Bamba, je suis ingénieur en transformation et contrôle qualité des produits halieutiques. Bon, j'ai été formé à l'Institut des sciences halieutiques, plus précisément basé à Yabassi. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Bon, aujourd'hui, nous allons produire un savon naturel, plus précisément à base, n'est-ce pas, de la poudre de carapace d'escargot. Et ce savon, il lutte contre quelle maladie? Il lutte contre quoi? Quelle est son importance pour la peau? Bon, déjà, il faut savoir que la coquille d'escargot, c'est un coproduit qui est très prisé, déjà par sa composition en carbonate de calcium à plus de 95%. Mais déjà son usage dans la cosmétique, n'est-ce pas, c'est pour lutter contre, n'est-ce pas, la teigne et les boutons de chaleur et en même temps aussi les vergetures chez les femmes. Pourquoi avoir fait le choix de transformer la coquille d'escargot? C'est parce qu'on a constaté qu'au Cameroun, l'escargot en lui-même est d'abord un produit qui est très prisé par la population. Et maintenant, il arrive la plupart du temps, lorsque les populations consomment les escargots, ils jettent ces coquilles-là dans la nature. Et parfois, on les rencontre dans les drains de drainage. Donc, ça bouche les canalisations pour le drainage des eaux usées. Donc, d'où nous avons pensé nécessaire déjà pour avoir fait, n'est-ce pas, une étude sur les carapaces d'escargots. On a, n'est-ce pas, dégagé sa valeur ajoutée. Alors, on a besoin de quoi pour fabriquer notre savon? Alors là, ce matin, pour fabriquer notre savon, bien évidemment, on aura besoin, n'est-ce pas, de la poudre de coquille d'escargot. On a cette poudre qui est, n'est-ce pas, elle est très fine et elle est même volatile à la longue. Oui. On l'utilise, n'est-ce pas, pour produire nos savons naturels.
Et après notre poudre de coquille d'escargot, nous aurons, n'est-ce pas, ce sont nos solutions de dessous, déjà préparées en avance. C'est-à-dire avant qu'on ne passe à la production du savon proprement dit. Ici, ce sont, n'est-ce pas, les moules que nous allons utiliser pour avoir, n'est-ce pas, la forme du savon voulu. Déjà ici, nous utilisons, n'est-ce pas, les moules en cœur. Ces moules-là, n'est-ce pas, c'est un choix personnel parce qu'il y a plusieurs formes de moules. On a les moules ronds, carrés, rectangles, donc à chacun son choix sur les moules. Une balance électronique, n'est-ce pas, elle va nous permettre, n'est-ce pas, de mesurer les quantités de poudre qu'on va utiliser pour la production de notre savon. Bon, et là, vous avez, n'est-ce pas, de l'huile raffinée qui est considérée comme la base même de la production des savons. À ça, on associe, n'est-ce pas, l'huile de palmiste. Ouais. Oui. Et l'huile de palmiste aussi, nous avons, n'est-ce pas, le beurre de karité. Ici, nous avons, n'est-ce pas, une éprouvette graduée de 100 ml. Elle nous permettra, n'est-ce pas, de mesurer les différents volumes d'huile dont nous avons besoin pour produire notre savon naturel. Pour entrer, n'est-ce pas, dans la production précisément, nous allons commencer, n'est-ce pas, par mesurer une quantité précise de notre huile raffinée. D'accord. Pourquoi avoir fait le choix d'utiliser l'huile raffinée, l'huile de palme raffinée? Oui, au lieu d'utiliser l'huile de palme brute. Oui, on ne peut pas utiliser l'huile de palme brute parce qu'elle contient une très grande quantité d'impuretés. Et cela peut jouer, n'est-ce pas, sur la qualité du produit qu'on compte obtenir à la fin du processus de production. On va commencer par mesurer la quantité en huile pour la production. Je ne sais pas si vous pouvez participer à cette... c'est pour ça que je suis là. Ok, d'accord. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre là-dedans. Oui. Là, vous devez mesurer, n'est-ce pas, 1000 ml, donc 1 litre. On commence par mesurer 1 litre. Et ça va finir notre bouteille vide. Ah, c'est vraiment 1 litre. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais de ça? Après, c'est 1 litre, ça vous allez mettre dans... Oui, vous versez à l'intérieur. Vous allez encore mesurer encore 1 litre d'huile encore. Un quart d'un litre d'huile. Pas jusqu'à la dernière goutte. Après cela, vous allez encore mesurer 500 ml qui représente un demi-litre. C'est mieux de tenir, connaître si vous êtes plus sûr. Ok. Bon voilà, une fois, n'est-ce pas, la première matière grasse pesée et mis dans le milieu de production, à cette matière grasse, on va ajouter, n'est-ce pas, à l'huile raffinée, on va ajouter l'huile de palmiste. D'accord. Et pourquoi l'huile de palmiste? Bon, l'huile de palmiste déjà, parce que l'huile de palmiste est utilisée par rapport à son pouvoir moussant. Oui, donc c'est une huile, n'est-ce pas, qui a un très grand pouvoir moussant. Raison pour laquelle il est toujours utilisé dans la production des savons de Polo. Super. Alors une fois l'huile raffinée et l'huile de palmiste dans le milieu de production, dans le milieu réactionnel, on va, n'est-ce pas, d'abord homogénéiser pour que les deux huiles puissent se former une seule phase. Donc on va d'abord commencer par mélanger les huiles entre elles.
Donc là, on peut arrêter le mélange. Maintenant, nous allons passer, n'est-ce pas, au pesé de la quantité de poudre de coquilles d'escargot dont nous avons besoin pour produire notre savon. Donc là, on a notre poudre d'escargot. On a notre poudre, n'est-ce pas, de coquilles d'escargot. On verse progressivement ou on prend pour... Non, on verse directement. Donc, à cette étape, elle est considérée comme une étape critique de la production. Pourquoi? Parce que la poudre, lorsqu'elle est mise là, vous devez homogénéiser les deux produits jusqu'à ce qui devient totalement homogène. Oui. Sinon, il va se former, n'est-ce pas, des petites bulles à l'intérieur. Et au moment de passer à la saponification, on n'est pas sûr d'obtenir, n'est-ce pas? Et à la fin, on n'aura pas de joli cœur. Exactement. D'accord. Oh, ça commence à prendre la couleur du savon, le couleur du savon qu'on a déjà. Exactement. Et ici, on va homogénéiser pendant une longue durée. Alors ça avance, ça... Bon là, si vous observez, vous allez remarquer que là, on a comme un produit qui est totalement homogène sur sa forme. Donc, après ce constat, après ce résultat, on peut maintenant passer à une étape très critique de la production. Ah, tout est critique alors. Exactement. Parce que la production des savons de toilette demande une concentration et il faut être posé dans la production. Pour ne pas, n'est-ce pas, peut-être sauter une étape ou alors aller rapidement sur une étape et à la fin on n'est pas sûr d'obtenir le résultat qu'on recherche. Vous l'avez certainement compris, chers téléspectateurs, il faut être patient pour avoir un bon résultat en ce qui concerne la fabrication du savon. Prochaine étape? Prochaine étape, maintenant nous passons à l'étape de la saponification. Qui veut dire de terre à terre, saponification, terre à terre, on va dire simplement, c'est, n'est-ce pas, c'est l'association entre les huiles, les graisses et notre solution de dessous. D'accord, parce qu'il faut que tout le monde soit au même niveau de compréhension. La grand-mère qui nous regarde en ce moment doit savoir ce que vous dites et ce que vous faites. Ok, d'accord. Bon, maintenant nous allons, n'est-ce pas, commencer par mettre notre solution de dessous. Oui. Et on va la mettre, n'est-ce pas, tout doucement. Mais là maintenant nous allons passer, nous allons mettre notre milieu réactionnel dans de l'eau. Ah d'accord. Parce que je me demandais à quel moment on allait utiliser la batterie. D'habitude, bon là c'est de l'eau, c'est de la glace quoi. Puis cette glace qui nous a permis, n'est-ce pas, de refroidir nos solutions de soude. On utilise, n'est-ce pas, la même glace pour pouvoir refroidir, n'est-ce pas, notre mélange. Pourquoi? Parce que ce mélange-là, lorsqu'on incorpore, n'est-ce pas, les solutions de soude, il se produit une chaleur. Ah, d'accord. Donc cette glace-là, n'est-ce pas, permet maintenant de réduire, ou alors on va dire de refroidir le milieu réactionnel. D'accord. Oui. Donc, elle va mettre cela dans le bain de glace. On va déjà mettre, n'est-ce pas, nos solutions de soude dans la matière grasse, déjà mélangée avec notre poudre de carapace d'escargot. Donc, pour ce faire, n'est-ce pas, on va verser tour à tour et de manière délicate. L'homogénéisation doit être uniforme. Nous sommes encore très loin, n'est-ce pas, d'obtenir ce que nous recherchons. Une fois les solutions de soude versées, n'est-ce pas, on va maintenant observer ce que l'on appelle dans la production du savon, la trace. Parce que la trace, c'est un vecteur qui nous permet, n'est-ce pas, de savoir si nous sommes sur la bonne voie. Pendant qu'on tourne, alors il y a quelque chose qu'on observe. On observe comme une formation, n'est-ce pas, pâteuse qui se dépose sur l'ensemble de la pâte. On continue d'homogénéiser. Mais maintenant, tout ce qu'on fera là, on va ajouter le beurre de karité. L'étape suivante ici consiste, n'est-ce pas, à incorporer les parfums dans notre savon.
Bon, déjà, les critères de choix de parfum, déjà, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de parfums. Oui, mais la qualité d'un parfum aussi dépend du fournisseur aussi. C'est pourquoi parfois on demande souvent aux personnes qui sont dans le domaine de vraiment payer ou alors s'approvisionner en parfum chez des personnes de référence. Et les parfums, il y a les parfums qui contiennent, n'est-ce pas, de l'alcool. Et lorsqu'on les incorpore, n'est-ce pas, dans du savon, ils gâtent complètement le savon. Là, on arrive à l'étape du moulage, Patrick. Exactement, oui, nous sommes déjà, nous tirons vers la fin, n'est-ce pas, de notre production de savon. D'accord, moi je suis déjà prête. On verse tout simplement dans les... Versez, n'est-ce pas, doucement. Mais vous en sortez bien. Ah oui. La suite, elle est simple. On va, n'est-ce pas, d'abord se rassurer que les moules ont été remplis de manière uniforme. Il n'y a pas des vides qui se sont formés lors du remplissage. Et à la suite, on va simplement couvrir les moules. La couverture des moules, n'est-ce pas, c'est pour empêcher l'évaporation du parfum et, n'est-ce pas, le dépôt des débris. Parce que lorsqu'on laisse le savon maturer, il y a parfois les insectes qui se baladent et se déposent là. Donc ces insectes-là peuvent, n'est-ce pas, contaminer notre produit. Et là, on va laisser notre savon pendant 72 heures, donc 3 jours, avant de venir, n'est-ce pas, démouler nos savons. Les hannetons, ou alors vers blancs, sont considérés comme une denrée alimentaire de luxe au Cameroun, notamment dans les régions du centre et de l'Est. La demande pour ces insectes est en constante augmentation, ce qui offre des opportunités de croissance pour les éleveurs et les entrepreneurs dans ce secteur. Un investissement initial faible et un cycle de production court, l'élevage des hannetons peut générer des revenus importants pour les éleveurs. L'élevage des hannetons présente des défis tels que la gestion des ennemis naturels, à l'instar des rongeurs, des fourmis et bien d'autres, et la maîtrise de bonnes conditions d'hygiène. Cependant, les opportunités offertes dans ce secteur sont nombreuses, notamment en termes de création d'emplois et de revenus. Bonjour les amis, nous allons passer à la préparation de quelques bacs de fausse pour obtenir, n'est-ce pas, à la fin des verres blancs. Des verres blancs qui sont aujourd'hui de plus en plus demandés, qui est un mets séculaire qui est consommé énormément dans le Cameroun méridional et même en Afrique en général. C'est une très bonne viande, une viande blanche, riche en oméga 3 et 6 et très riche en carbohydrates. C'est le mets des connaisseurs. On va faire 2 bacs. Et pour nos 2 bacs, on a besoin, n'est-ce pas, déjà, en premier lieu, des reproducteurs. Donc, on appelle ça des ricophos. Donc, ce sont des charançons, en fait. Les ricophos sont des charançons vierges de préférence qu'on met ensemble, dans des mâles et des femelles qu'on met ensemble dans un substrat pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, pondre des œufs. Lorsqu'ils seront dans le substrat, ils ont 3 à 5 jours pour pondre leurs œufs. Puis ensuite encore 5 jours maximum pour qu'il y ait éclosion. Puis après 25 jours, on aura déjà ces larves qui ont éclos et grandi et qui ont une taille déjà plus ou moins commerciale. Mais ce que nous faisons très souvent, c'est de les récolter à 35 jours pour qu'on ait des vers blancs de plus en plus
ils sont plus conséquents en fait pour la consommation. Donc c'est une des filières qui va très rapidement, dont le cycle de production est le plus rapide possible. Donc en moins d'1 mois, vous pouvez commencer votre élevage et après vous pouvez récolter juste 30 jours après ou 35 jours. Donc pour ce faire, on aura besoin, comme j'ai dit tantôt, des récophos. Après les récophos, on a besoin d'un substrat de base à base de fonio, dans lequel on a injecté notre petit ingrédient secret. Après cela, on aura besoin de l'aliment. C'est une provende. Et cette provende, on met généralement 1 kg par bac pour la provende. En plus, n'est-ce pas, de notre substrat de base. Après notre substrat de base, on va avoir besoin de l'eau pour humidifier ce dernier. Après avoir humidifié notre substrat de base et l'aliment, on mettra de la banane mûre. Si elle est prête en décomposition, c'est une très bonne chose aussi, parce que ça va être facilement assimilé et décomposé pour que, n'est-ce pas, nos récophoses les consomment et qu'ils puissent, n'est-ce pas, être à l'aise et se développer et se fructifier dans nos bacs. Et enfin, on recouvre généralement notre substrat avec des bagages de coco. Les bagages de coco, c'est généralement le péricarpe ou le mésocarpe, n'est-ce pas, des noix de coco. À défaut d'avoir le cœur de palmier, c'est beaucoup plus ceci qu'on utilise pour pouvoir pour nourrir nos hannetons, pour qu'ils donnent, n'est-ce pas, des vers costauds et qu'ils soient acclimatés comme ce qui est dans la nature et qu'ils aient le même goût. Donc c'est pour ça qu'on a toujours besoin, n'est-ce pas, de ces intrants, parce qu'il faut savoir que de base, dans la nature, les récophos sont des prédateurs naturels du palmier à huile ou bien du raffia. Donc il faut toujours des éléments qui miment un peu leur substrat naturel. Donc une fois qu'on a fait notre substrat, on est juste à patienter 25 à 35 jours pour avoir des vers blancs top pour la consommation. Donc voici le substrat de base, petit ingrédient secret pour empêcher que le substrat ne soit attaqué par les acariens et les petits prédateurs des œufs des récophos. Je mets déjà une petite quantité pour imbiber déjà l'odeur du produit dessus. Ça c'est l'aliment concentré qui va nourrir, n'est-ce pas, nos géniteurs et nos larves. On va mettre 1 kg par bac. Voilà, continuons. N'est-ce pas? L'eau, il n'y a pas une quantité très précise, mais en moyenne c'est 1,5 litre d'eau. Mais le plus important, c'est juste que le substrat soit humide. L'humidité du substrat atteint les 90 à 95%. On ne doit pas être mouillé, ça doit être humide. Quand c'est mouillé, c'est qu'on a dépassé les 100% d'eau. C'est-à-dire que lorsqu'on prend le substrat, on appuie comme ça, l'eau soigne. Mais on ne va pas atteindre cela. On voit l'eau, s'il te plaît. Ici, on voit. Voilà. Mélange bien, il y a plus de substrat bien en bas. C'est sec en bas. Voilà. Ça doit être pâteux, mais ça ne doit pas être dégoulinant. Donc bien humide, mais pas dégoulinant d'eau. Là, c'est la banane mûre.
Ne vous me prenez pas sur la couleur, cette banane est complètement mûre. Si vous voyez l'intérieur, ça se casse. C'est une banane mûre déjà. C'est juste que cette couleur ici, elle n'a pas atteint sa couleur normale. Je ne sais pas si c'était qu'on a bien c'est la chaleur, mais c'est déjà mûr. C'est ça mûr par la chaleur, mais c'est une banane qui est utilisable quand même. Donc le produit est mûr, donc c'est facilement décomposable. On prend la banane, on coupe en 5. 1, 4, 5. 2, 1, 5. 1, 2, 5. Kita ko italis. On incorpore à l'intérieur de notre ça. On enfonce un peu à l'intérieur. Donc après avoir ajouté notre banane mûre, il est question, n'est-ce pas, d'ajouter par barre 2,5 kg de mésocarpe de noix de coco, communément appelé bagasse de coco. Donc on va baisser sur notre balance 2,5 kg qu'on va. C'est toujours un rôle nourricier pour cette fois-ci maintenant les vers qui sont en train de grandir. On a émincé cette fois-ci pour que les jeunes larves, les jeunes vers en fait plutôt, puissent facilement assimiler ces bagasses là et se nourrir de celles-ci. Donc, le premier aliment que les ricophores ou bien les géniteurs consomment, c'est d'abord cette provende ici. Oui, ce sucre là, ils vont prélever ça en suçant le sucre dessus. Puis quand ça va se décomposer, ça va et que leurs œufs vont éclore. Ça donne des petites larves. Les petites larves vont commencer à consommer aussi le reste de cet aliment-ci. Puis lorsqu'ils sont plus grands, c'est ceci qu'ils vont consommer. Voilà. On a 1,5. La partie qui a les nervures ici, qui a les fibres, la partie qui est fibreuse, c'est ça qui est vers l'aliment. Oui. Parce que quand ils consomment, c'est par ici qu'ils consomment en montant. Donc on ne met pas dans ce sens ici. Parce que si dans ce sens ici, ils vont tomber sur la partie qui est dure et ils ne pourront pas assimiler ça facilement. Donc on met la partie qu'ils vont attaquer plus facilement directement. Donc comme ceci. Donc il y a un sens pour mettre les cocos. On humidifie un peu davantage. Ça empêche aussi que les microbes ne viennent attaquer facilement nos œufs et nos jeunes larves et nos vers. Voilà. Une fois que c'est fait ainsi, on peut maintenant inoculer nos géniteurs. On met 6 couples par bac. C'est la quantité suffisante pour que produise, n'est-ce pas, 1 kg de fausse par bac. De remettre 5. Mais nous, pour avoir un résultat un peu plus sûr, on met jusqu'à 6. Et une fois que c'est fait, on recouvre avec le couvercle qui est perforé, bien sûr, histoire qu'il y ait une sorte d'aération. Mais après 3 jours, on peut ajouter, n'est-ce pas, un filet de moustiquaire, histoire d'empêcher que les acarins et certains insectes réussissent à pénétrer par ces orifices-là. On met la moustiquaire là, et on recouvre encore et on met une petite pierre dessus, par exemple, comme ceci. Donc on met la moustiquaire là,
et on dépose dessus. Donc on va prendre une moustiquaire, on va faire l'assimilation. Monsieur, la moustiquaire, on la met en haut là ou après le couvercle? En haut, hein? En bas. En bas du couvercle. Allez, par exemple, on coupe un peu. Coupe. Déroule. Découpe là. Le pec déroule plutôt dans le côté là. Tu vas pas dérouler. Déroule. Oui. T'as pas un déroule plus. Ah, ça va là. Passe une fois, pourquoi tu fais? Passe au-dessus. On met en dessous comme ceci. C'est pour protéger, éviter l'entrée des compétiteurs dans le bac. Parce qu'on veut uniquement que ce soit nos fosses qui se développent à l'intérieur. Donc on met comme ceci et on met un poids. Ces potions on peut encore attacher même avec une fronde pour plus d'étanchéité. Oui. Donc une fois qu'on a préparé notre substrat, on a inoculé nos géniteurs, on va laisser maintenant dans un espace humide qui a une température plus ou moins constante, donc où l'amplitude thermique ne varie pas brusquement. Donc, il faut un espace où il ne fasse pas trop chaud en journée ni trop froid après. Donc on essaie de mettre dans un espace où la température est plus ou moins humide de manière générale au cours de la journée, donc où l'amplitude thermique n'est pas très élevée. Et après 25 à 35 jours, on peut avoir, n'est-ce pas, nos vers blancs qu'on va récolter. Mais généralement, après 15 jours, pour plus de précautions de fois, on peut ajouter de la banane mûre à l'intérieur du bac pour augmenter le sucre qu'ils vont consommer et pour leur donner suffisamment de force pour continuer à s'accoupler au cas où ils ne sont pas suffisamment accouplés. Voilà. Et comme j'ai dit tantôt, 35 jours, on récolte. Oui, maximum 35 jours, on récolte. Pour la transformation, c'est autre chose. La transformation, c'est quoi? C'est de transformer dans le verre blanc, donc la chenille qu'on consomme, maintenant en Ricophos, donc en insecte, donc en charançon du palmier. Une fois qu'on a récolté, il est question de commercialiser nos vers blancs. Et nos vers blancs, on les vend au kilo. Généralement, les personnes les vendent aussi au verre. Le verre, on vend souvent ça à 2000 francs. Le kilo, on vend entre 12 000 et 15 000. Certains grossistes peuvent acheter même à 10 000 francs le kilo. Donc le prix moyen sur le marché, comme j'ai dit tantôt, c'est 12 ou 15 000. Pour les grossistes, ça va jusqu'à 10 000 le kilo. D'autres vendent en détail en verre. Le verre, c'est 2 000 francs. Et nos ménagères et certains particuliers, n'est-ce pas, achètent cela pour faire des mets savoureux dans leur maison. On fait les rôtis d'anetton la plupart du temps. D'autres font même le mets de pistache, ils mettent des anettons à l'intérieur. Et les brochettes aussi, évidemment, les anettons frits. Non seulement ils sont une source alimentaire riche en protéines et en saveurs, mais ils contribuent à la biodiversité et à l'équilibre de la nature. Amis téléspectateurs, j'espère que cette émission vous a donné l'envie de savoir davantage sur l'élevage des escargots et des hannetons. Moi, je vous retrouve à la prochaine émission. Au revoir.